Bienvenue dans le podcast En toute vulnérabilité. Mon intention ici est de créer un véritable cercle de partage sonore, où la vulnérabilité est à l'honneur et où chaque émotion est célébrée. Dans chaque épisode, moi ou mon invité, on va te livrer des moments de vie qui illustrent ce propos et les leçons que nous en avons tirées. Aucun sujet ne sera tabou ici. On va parler spiritualité sans bullshit, partager nos leçons de vie et ce que j'ai appris des belles personnes que j'ai pu accompagner, et aussi de la maternité. Je suis ton hôtesse, Nina Cagnac, praticienne en développement perso qui aide les autres à retrouver leur pouvoir. Mon but, que dans chacun de ces épisodes, tu y trouves au moins une pépite, une information qui t'aide à avancer dans ta vie. Alors installe-toi, ouvre ton cœur et c'est parti pour l'épisode du jour. On a tellement à découvrir ensemble. J'ai mis du temps à choisir par quel épisode j'allais commencer. Parce que même si j'ai plein d'idées d'épisodes, je sais à quel point le premier épisode il est important parce que c'est celui qui va être le plus écouté. Et en même temps, au bout d'un moment, je me suis dit que j'allais choisir de poser là mon éveil spirituel. La simple raison pour ça, c'est que j'avais envie de poser les fondations et que tu aies aussi en même temps un aperçu de qui je suis. Mais surtout, vu les épisodes que je vais faire après, que tu saches pourquoi je crois en ce que je crois. Et aussi pour montrer que j'ai pas toujours eu des super pouvoirs et peut-être au passage te donner des outils ou des éclairages. Mais cet épisode a vraiment pour but de démystifier aussi tout un tas de clichés qu'on pourrait avoir, comme par exemple, on n'a pas besoin d'être né médium pour être médium, on n'a pas besoin d'avoir perdu un être cher pour parler avec les gens de l'autre côté du voile, mais surtout qu'un éveil spirituel, ça peut se faire en douceur, sur plusieurs années. On n'est pas obligé d'avoir eu un énorme éveil violent de Kundalini, on n'est pas obligé d'être tombé dans une secte, on n'est pas obligé d'avoir vécu des cérémonies rocambolesques. En fait, ça peut juste être quelque chose qui se fait sur plusieurs années et qui peut être léger, quoi. Je tiens à préciser aussi, avant de me lancer, que personne ne détient la vérité. Et donc tout ce que je vais partager ici, si parmi tout ce que je partage, il y a des choses qui sont pas en accord avec toi, les prends pas. Chacun a sa vérité et ce que je vais dire là, c'est la mienne, mais je sais que c'est pas celle de tout le monde. Et je suis complètement OK avec ça. Tout d'abord, je voudrais dire que j'ai eu, à mon avis, beaucoup de chance d'avoir grandi avec des parents qui étaient athées. Parce que grandir avec des parents athées, ça veut dire que j'ai été libre de toute influence religieuse. Même si, maintenant, avec le recul, je pense qu'être athée, ce n'est pas croire en rien, mais c'est croire en la science. Et que finalement, c'est une religion comme une autre. Ceci dit, ça m'a appris à être sceptique, et être sceptique, c'est bien, parce que ça m'a permis de ne pas croire à tout et n'importe quoi, de remettre en question ce que j'ai pu vivre, ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu entendre, ce que j'ai pu apprendre. Donc, je pense qu'être sceptique, c'est plutôt sain. Aussi loin que je puisse me souvenir, j'ai pas souvenir d'avoir vu des choses quand j'étais petite, d'avoir été spécialement connectée, j'avais pas d'amis imaginaires, j'avais pas tout ça. Tout ce que je sais, c'est que d'après mon père, je posais déjà des grandes questions sur la vie à l'âge de 5 ans. Du genre, pourquoi est-ce qu'on meurt? Et si on meurt et qu'on va nulle part, à quoi ça sert de vivre? Enfin, des choses comme ça. Je me souviens aussi d'avoir consciemment décidé, vers cet âge-là, je devais avoir à peu près 5 ans aussi. Je me souviens, j'étais un jour dehors en train de marcher et j'ai consciemment décidé de ne plus avoir peur de la mort. C'était un truc, ouais, j'ai décidé et ça s'est fait. Je me souviens aussi que très tôt, j'ai eu une grande passion pour vouloir dessiner et clairement, à l'âge de 6 ans, je savais déjà que je voulais me démarquer de mes parents ingénieurs et que je voulais faire quelque chose dans le dessin. Bon, je voulais aussi être dictatrice du monde pour faire le bien, mais je crois que j'avais juste pas encore la vraie définition de ce que ça veut dire que d'être dictatrice. Ceci dit, maintenant, une de mes passions, c'est effectivement, d'aider les gens à aller mieux.
Je précise ça parce qu'avec le recul, je trouve que de manière générale, les enfants qui se tournent vers l'art, que ce soit, le dessin pour moi, mais pour d'autres ça peut être la musique, la danse, le chant, sont en général des enfants qui sont très sensibles et c'est cette sensibilité qui m'a amenée où j'en suis maintenant. Je me souviens aussi, que j'ai voulu aller au catéchisme quand je suis rentrée en école primaire, parce que toutes mes copines allaient au catéchisme. Ma mère a été très intelligente sur ce coup-là parce qu'elle m'a dit, «Attends». Et elle m'a dit d'attendre et donc je suis pas allée la première semaine où ça a commencé. Ce qui fait que quand, toutes mes autres copines sont revenues du catéchisme et qu'elles m'ont raconté qu'il y avait des devoirs à faire, ça m'a complètement, on va dire, refroidie. Et j'ai décidé de pas faire du catéchisme parce que j'avais pas envie de faire des devoirs. Mmh. Ceci dit, j'ai beaucoup appris, sur l'Ancien Testament surtout, parce qu'au final, j'ai fait histoire de l'art, au lycée. Enfin, j'ai fait mon lycée en Suisse, donc ça s'appelle le collège là-bas. Et quand on étudie l'art, on est obligé d'apprendre tout ce qui se passe, au niveau de la chrétienté, parce qu'il y a tellement de tableaux en rapport avec ça. J'étais aussi particulièrement attirée par la mythologie, j'étais fascinée par la mythologie grecque. J'ai lu l'Ancien Testament, voilà, j'ai fait, mon éducation religieuse et spirituelle à ma façon et beaucoup par les livres pour enfants. Voilà, c'est une source comme une autre. Je me souviens aussi que, d'un grand moment qui m'a beaucoup marquée et c'est le moment où j'ai compris que la spiritualité, c'était quelque chose de très personnel et qu'en fait chacun avait la sienne et que c'était aussi quelque chose qu'on n'avait pas besoin de partager avec quelqu'un d'autre parce que c'était, quelque chose de très privé et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais, 18 ans, et que j'ai eu mon premier chéri avec qui c'était sérieux, je me suis retrouvée à passer pas mal de temps, dans sa famille et j'ai découvert, je crois que c'est même moi qui posais la question pendant que j'étais là-bas. J'ai demandé si quelqu'un, croyait en quelque chose et en fait, son père, a annoncé, en tout cas pendant que j'étais là un soir, que lui, oui, oui, il était croyant et en fait, c'était toute sa famille s'est retournée, genre: «Quoi?» Et en fait, je me suis rendu compte que personne dans sa famille ne savait qu'il était croyant et c'est lui qui a dit que, bah, c'était quelque chose de personnel et qu'il n'avait pas ressenti le besoin de partager, mais que oui, oui, il croyait et j'ai trouvé ça quelque part, un peu flippant que personne ne sache qu'il était croyant, mais en même temps, j'ai trouvé ça aussi très beau que, bah, voilà, en fait, il n'avait pas ressenti le besoin de l'imposer à qui que ce soit. C'était un truc qu'il faisait dans son coin, qui lui faisait du bien et voilà, quoi. Pour, poser aussi un peu le décor, même si j'ai grandi avec des parents athées, j'ai aussi grandi avec, au bout de ma rue, un le coiffeur du village, parce que j'ai grandi dans un village, qui était lui-même rebouteux. Alors je dis rebouteux, mais il savait faire plein de choses. Il était sourcier, il était coupeur de feu, il guérissait tout un tas de choses. Et quand j'ai eu 15 ans, mes parents ont déménagé et ils ont acheté un terrain pas loin, au bout de la rue d'ailleurs, et il est venu sur le terrain avec, une baguette pour, trouver l'eau et ce qui est drôle, c'est qu'il a fait tester ma mère la baguette et qu'elle avait vraiment été impressionnée que la baguette tout d'un coup, elle passe de horizontale à verticale comme ça sans prévenir. Mais je pense que pour moi, d'avoir grandi avec, cet homme-là au bout de la rue, ben, même si mes parents croyaient en rien, ça a gardé une porte ouverte sur un monde magique que je connaissais pas, qui était un peu mystérieux. Parce que je l'aimais beaucoup cet homme-là. Malheureusement, il est décédé avant que moi je développe mes dons. Sinon, je pense que j'aurais eu, de sacrées conversations avec lui à l'heure actuelle. Mais enfin bref, c'est une autre histoire. Hem, Petite précision aussi, même si, mes parents sont pas du tout dans le domaine que je suis, qui ne croient pas du tout en ce que je crois, j'ai quand même grandi en étant, soignée à l'homéopathie. Mes parents étaient ouverts à l'acupuncture, ils font du yoga, donc quelque part ils sont assez ouverts à beaucoup de choses, mais ils ont aussi, leurs limites. Genre la réincarnation, ça n'existe pas. Je sais aussi que même si moi je voulais faire de l'art, en grandissant, mon père aurait adoré que je fasse de l'humanitaire.
parce que lui-même aurait voulu le faire et qu'il n'a pas pu réaliser ce rêve pour lui. Ce que je veux dire par là, c'est que mon père a un côté, Mère Teresa, à vouloir sauver tout le monde, qui a forcément influencé ma personnalité, qui je suis, parce que j'ai grandi sans, en voulant bien évidemment, sauver aussi beaucoup de gens, jusqu'à ce que je me rende compte que la meilleure personne à sauver, c'était moi et que les autres n'étaient pas à sauver. Mais je pense que c'est important. J'ai aussi, une amie à mes parents qui, quand j'étais justement encore, chez mes parents, qui s'est reconvertie aussi pour apprendre la thérapie des couleurs. Alors, c'est drôle parce que du coup, je crois que c'est une des premières modalités que j'ai faites, sur ce que j'ai faites, où je rentrais chez elle et elle avait des petits, comment on appelle ça? Comme des petits verres à parfum, hem, avec coupés en 2 avec 2 couleurs. Il fallait choisir une des couleurs et selon la couleur qu'on choisissait, elle nous racontait quelque chose sur nous et ça tombait vraiment très, très juste. C'était assez fascinant. Je ne sais plus comment s'appelle cette technique, donc malheureusement, mais voilà. Et cette amie aussi de mes parents s'est aussi formée au Reiki. Hem, ce qui a été, comment dire? Ce qui a été, je pense, au bout d'un moment, elle est partie tellement loin que ça a été un peu compliqué pour mes parents à accepter. Et ils ont coupé, le contact avec elle. Mais, hem, moi, je l'ai toujours gardé en tête. Ce qui fait que, à 20 ans, je quitte chez mes parents, je pars, vivre à Lyon, je pars en école d'art et pendant mes études d'art, je vais rencontrer la personne que moi j'appelle ma sœur d'évolution. Elle m'apprend à tirer les cartes du tarot de Marseille et on fait ça surtout, pendant les soirées filles, plus pour déconner et rire au début. Mais finalement, à force de le faire, bah, j'apprends aussi à tirer les cartes de tarot et je découvre Jodorowsky, le tarot de Marseille tel que lui l'a refait. Je m'intéresse du coup un peu à tout ça et je me rends compte aussi que même si je tire les cartes pour le fun, ben, en fait, ça tombe toujours juste et quand je tire les cartes pour des gens que je connais pas, bah, ça tombe aussi toujours juste et donc je sais pas pourquoi, mais ça fonctionne. Mais ça commence à ouvrir, des choses chez moi et cette amie, qui est ma sœur d'évolution, commence aussi à me raconter, elle, ses rencontres avec des fantômes et ce qu'elle, elle a pu vivre et au début, même s'il y a une partie de moi qui a complètement envie de refuser ça, il y a une partie de moi qui est complètement fascinée par ça. Hem, pour la petite anecdote, ma sœur, parce que j'ai une demi-sœur, a appris le tarot en même temps que moi, mais sans qu'on le sache. On s'est appelé un soir et on s'est rendu compte qu'on avait tous les 2 appris le tarot. Sauf qu'elle, elle le faisait professionnellement et moi je le faisais juste pour le fun. Mais j'ai eu plusieurs synchronicités comme ça avec ma sœur. On a appris aussi l'hypnose en même temps, sans le savoir. On n'a juste pas appris les mêmes hypnoses, mais voilà, il y a pas mal de liens avec elle. Voilà. Une fois que j'ai fini, l'école d'art, je pars vivre, à Annecy et à Annecy, je pars une soirée avec des amis que je connais pas trop, mais je me retrouve à cette soirée, je sais même plus comment, à discuter avec une fille qui était là, que je rencontrais pour la première fois et qui, à la base, travaillait pour une grande marque de cosmétiques, au moment où je l'ai rencontrée, mais qui était aussi coupeuse de feu et en fait, je me rends compte qu'on passe la soirée à parler que de ça, de ce que c'est qu'un coupeur de feu, comment ça fonctionne. Je lui pose plein, plein, plein de questions et en fait, en fin de soirée, elle me dit qu'elle pense que moi aussi je peux couper le feu. À l'époque, je comprends pas pourquoi elle me dit ça et comment elle peut savoir. Maintenant, avec le recul, je sais que, en fait, ça n'arrive jamais que tu parles que de ça à une soirée avec quelqu'un et que si, en fait, tu parles que de ça, c'est qu'il y a déjà quelque chose en toi, en fait, qui sent que c'est pour toi ou qui est intéressé et qu'en fait, bah, ça, c'est un signe, en fait. Donc, elle commence à m'initier, à couper le feu et le meilleur entraînement qu'on a, c'est qu'on part en vacances, 12 potes. On part en Espagne, dont elle et moi et on s'entraîne sur toutes les personnes qui ont des coups de soleil. Donc je passe une semaine à couper le feu sur les coups de soleil de tout le monde et elle passe à chaque fois derrière moi pour vérifier que c'est bon et cetera. Hem, évidemment, à la fin de la semaine, je tombe malade. Hem Et en rentrant, quand je tombe malade, j'ai un truc en moi qui me dit que c'est pas normal, c'est pas une maladie normale, je sens que c'est pas comme d'habitude et du coup, j'appelle cette amie de mes parents qui fait du reiki et je lui demande, de me faire un soin.
Et en fait, elle me demande ce qui s'est passé, je lui raconte et elle est très sensible à toutes les émotions, elle, en reiki, donc elle me dit exactement, tout ce qui s'est passé. Elle me dit que, le feu, je l'ai bien coupé, je m'en suis bien débarrassée, mais qu'il y a une personne où j'ai pris, la colère, la tristesse, du deuil et en fait, dès qu'elle me dit ça, je sais exactement à qui j'ai pris quoi et que ça, en fait, je m'en suis pas débarrassée parce que je savais même pas, en fait, que c'était possible de le faire. Belle erreur du débutant, mais qui m'a beaucoup appris parce qu'après ça, j'ai vraiment posé l'intention qu'après chaque soin que je faisais, tout ce que j'avais pu prendre, reparte en terre. Hem, Cette amie qui m'a appris à couper le feu aussi, m'a appris à commencer, on va dire, à aiguiser mon intuition, mais elle me posait plein de questions et elle me faisait fermer les yeux en visualisant, un panneau oui et un panneau non et donc je vais voir, lequel venait en premier. J'ai beaucoup fait ça au début, je me suis entraînée, c'est comme ça que j'ai connecté avec mon intuition en premier, poser des questions, voir le oui et non et je me suis amusée aussi sur toutes les copines qui étaient enceintes, à essayer de deviner si c'était un garçon ou une fille. Hem, En général, je tombais plutôt juste d'ailleurs. Voilà. Plus tard, l'amie de mes parents avec qui, j'ai fait des séances de reiki aussi, je fais, une autre méditation avec elle et hem et avec elle, pendant sa méditation, elle est très connectée aux fées. J'ai les yeux fermés, mais je sens comme un petit bisou, comme un petit smack sur ma joue et hem et dans ma tête, ça me fait, «Oh, tu viens de recevoir le bisou d'une fée?» et je lui demande si c'est possible. Et elle me dit: «Ah oui, oui, il y a plein de fées par ici». Donc parmi mes premières rencontres, il y a eu couper le feu et il y a eu un bisou de fée. Voilà. Hem, Bref, je rentre chez mes parents et j'annonce à mes parents que ça y est, j'ai un nouveau super pouvoir, je peux couper le feu. Et c'est là, en fait, que mon père m'annonce que mon grand-père paternel était lui-même coupeur de feu. C'est juste que personne ne me l'avait dit et comme il est décédé quand moi j'avais, 2 ans et demi, ben, j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer, il a pas eu le temps de me transmettre son don, mais surtout je crois que c'était un peu tabou dans la famille et hem et du coup, ça a fait de moi, en fait, le cliché de la coupeuse de feu, où c'est dans la famille, ça saute une génération, ça change de sexe et je trouve ça très drôle que ce soit revenu dans ma vie de cette manière, alors que j'avais vraiment pas du tout prévu de faire ça. Comme quoi, hein, si vous êtes censé avoir un don et que la personne qui veut vous le passer n'est pas là, bah, ça va venir par d'autres moyens. Hem, à l'époque, il faut comprendre aussi que mon père sortait d'un cancer. J'ai appris à couper le feu, juste après quand il avait fini, mais lui-même était ouvert à ça parce que pendant son cancer, en fait, il avait, le pharmacien de notre village qui est coupeur de feu, qui lui avait justement, qui l'avait aidé après chaque, radiothérapie et donc j'ai profité, d'avoir, le pharmacien à côté pour, que quelque part il puisse m'en apprendre plus parce que j'habitais plus Annecy et il a quelque part été, mon premier mentor et il l'est aussi, encore jusqu'à aujourd'hui parce que parfois je l'appelle pour lui poser des questions. Hem Mais lui, il m'a appris, à, couper le feu avec les prières traditionnelles. Il m'a donné tout un tas de prières, hem et il m'a donné surtout une information qui a été très importante pour le reste de ma vie. Hem, Parce qu'à l'époque, quand je coupais le feu, je vais être honnête, hein, je n'avais aucune idée comment ça marchait. Je pensais que c'était mon aura qui soignait l'aura des autres. C'est du moins ce que je disais aux gens. J'avais pas vraiment un concept enfin, j'avais un concept très basique du magnétisme. Mais ce que lui m'a dit, c'est que la chose la plus importante pour couper le feu ou faire des soins de manière générale, c'était d'avoir la foi. Et je pense que sur le coup, j'ai pas très compris. Avec le recul, ça me paraît tellement évident. C'est-à-dire que la foi, c'est l'inverse des scientifiques. C'est-à-dire que, moi, tout ce que je fais, c'est pas une répétition d'expériences et d'expérimentations qui me font dire que, ah bah voilà, à chaque fois que je prends la fourchette, que je la laisse tomber, ça tombe, au même endroit, à la même vitesse. Bon, bah, c'est la gravité, quoi. Hem, la foi, c'est-à-dire faire les choses en étant convaincu que ça va fonctionner, en croyant que ça va fonctionner et avoir la preuve ensuite. Donc nous, on n'a pas la preuve d'abord et on en tire des conclusions, c'est on le fait sans savoir ce qu'on fait vraiment et par les retours des gens, ben, en fait, ça devient vrai quelque part. Hem,
La foi, sachez aussi que beaucoup de gens aiment bien dire que la foi, F-O-I, c'est les initiales pour force originale initiale. Et je trouve ça très beau. Bref, apprendre à couper le feu, c'est ce qui va m'ouvrir à l'invisible. C'est ce qui va me permettre de connecter avec cette énergie qui est invisible, de faire des soins qui sont invisibles et de comprendre que, en fait, pour travailler avec l'invisible, je dois travailler avec mon imagination. Parce que c'est en voyant, en imaginant les choses se passer que les choses se passent. Ça va être aussi le début de moi qui prend mes marques, c'est-à-dire qu'entre la manière dont j'ai appris à couper le feu au tout début, où je devais me laver les mains, rincer les mains avec de l'eau bénite après, et la manière dont je le fais maintenant, c'est très différent. J'ai lâché l'eau bénite parce que quand j'ai vu un prêtre bénir l'eau devant moi, je me suis dit que non, c'était pas possible, que je pouvais pas y croire. Donc il y a des choses que j'ai lâchées, il y a des choses que j'ai gardées, il y a des choses que j'ai améliorées. Au final, je pratique pas tant que ça couper le feu, parce qu'il y a que mes amis, ma famille qui le savent, donc j'ai toujours pratiqué sur des petits groupes. Je me suis concentrée à l'époque sur ma carrière d'illustratrice jeunesse que j'ai fait pendant 10 ans, et j'étais aussi conceptrice de pop-up, ou ingénieur papier comme on peut l'appeler. Donc je faisais ces pliages qu'on peut trouver dans les livres. Et en fait, soyons honnêtes, hein, j'ai adoré faire ça, c'était un métier passion. Et je pensais que j'allais faire ça toute ma vie. Mais l'année de mes 30 ans, ma sœur d'évolution, encore une fois, me passe un livre de Mark O'Byrne. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, mais ça s'appelle 0,0001%. Et dans son livre, il raconte toutes les sorties du corps que l'auteur fait depuis qu'il est enfant. Et ça tombe à un moment de ma vie où justement je regardais tous les documentaires, les témoignages que je pouvais trouver sur les morts imminentes, parce que je pense que beaucoup de gens commencent par là, par voir que tout le monde avait des récits similaires et que du coup, c'est quand même étrange que tout le monde raconte la même chose. J'avais lu aussi le livre... comment ça s'appelle déjà ? La prophétie des Andes. J'avais lu, ça a été mon premier livre de développement spirituel. Bref, revenons à nos moutons. Dans ce livre, 0,01%, l'auteur mentionne brièvement une Américaine qui fait de l'hypnose quantique et met dans son paragraphe le nom de Dolores Cannon. Et je sais pas pourquoi, mais elle m'intrigue. Et je commence à la rechercher et à regarder des heures et des heures de vidéos de Dolores Cannon. Et plus je l'écoute, plus je me dis que j'ai tellement envie de faire pareil. Et donc je me dis, bon, ok, je vais me lancer. Je vais me lancer dans l'hypnose. Mais là, pour être tout à fait honnête, mon mental m'a rattrapée. Et je me suis dit qu'il me fallait d'abord que j'apprenne un truc plus reconnu, comme l'hypnose ericksonienne ou l'hypnose classique, parce que l'hypnose qu'elle enseignait, c'était clairement de l'hypnose quantique dans les vies passées, pas du tout classique. J'ai commencé à regarder les écoles pour faire en personne. Bref, mon dialogue intérieur ressemblait un peu à ça. Ok, mais qui est-ce qui apprend en ligne ? Est-ce qu'en ligne, ça fonctionne ? Pour apprendre de l'hypnose, il faut quand même le faire en personne. Est-ce qu'une formation d'une semaine, c'est suffisant pour devenir praticien ? Est-ce que je vais être crédible ? Bref, le mental, quoi. Jusqu'au moment où il y a un truc en moi qui a fait mais pourquoi, Nina, mais pourquoi est-ce que tu cherches ailleurs quand tu sais déjà que c'est avec elle que tu veux apprendre et que c'est cette méthode-là, particulièrement, qui te fait vibrer ? Et à partir de ce moment-là, j'ai compris 2 choses. J'ai compris que le choix de l'enseignant est presque plus important que la méthode elle-même. J'ai besoin de connecter avec l'enseignant. J'ai besoin que la personne ait les mêmes valeurs que moi, que ce qu'elle dit me parle. Pour moi, choisir l'enseignant est primordial. Pour te donner un exemple, qui n'a pas été dégoûté à un moment donné au collège par un prof qui était un mauvais prof et qui a réussi à te dégoûter de la matière que toi tu aimais ? Voilà. Donc j'avais pas envie de ça. J'avais vraiment envie de quelqu'un qui puisse m'apporter quelque chose, pas juste avec la méthode, mais de manière générale. Je sais aussi que moi, personnellement, j'ai tendance à choisir des enseignants femmes, pour tous les domaines d'ailleurs. Ça m'arrive parfois d'apprendre avec des hommes, mais j'aime bien la douceur des femmes, le côté beaucoup plus tranquille et moins
moins allez, vas-y, on y va, action, quoi. Ceci dit, toutes les femmes ne sont pas douces, hein, mais voilà. Je pense aussi avec le recul que tous les enseignants qu'on doit rencontrer sont, à un moment donné, mis sur notre chemin et qu'on n'a pas spécialement besoin de les chercher. Ils arrivent, en fait. Ils arrivent. Bref. Avant d'apprendre la méthode de Dolores Cannon qui s'appelle la QHHT pour Quantum Healing Hypnosis Technique, je me décide de faire une séance. Juste pour tester quand même, histoire de savoir dans quoi je mets les pieds. À l'époque où je me suis formée, il y avait très peu de praticiens, très peu sur Paris. Il y en avait 2 que je connaissais. En fait, il y en avait 3, mais bref, il y en avait très peu. Et autant vous dire que ma première séance a été mémorable. Ça n'a pas été extraordinaire dans le sens où forcément entre mes attentes et ce qui s'est passé, il y a eu un gouffre. Je me suis rendu compte que l'hypnose, c'est pas quelqu'un qui nous assommait et qu'on n'allait pas complètement disparaître, qu'en fait on était encore très présent. Mais ceci dit, j'ai vu plein de vies passer d'un coup. J'ai vu à peu près 7 ou 8 vies passer très rapidement, des aperçus. J'ai vu que j'avais été africaine, j'ai vu que j'avais été asiatique, j'ai vu que j'avais été décapitée. Je me suis même vue en dauphin à la fin, et je sentais plus mes bras, c'était assez rigolo. Comme si j'avais fait un peu un tour de toutes les personnes que j'avais pu être. Bien évidemment, j'ai fait comme tout le monde. Après cette séance, j'ai douté pendant 1 semaine de tout ce que j'avais vu. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était pas vrai? Est-ce que j'avais pas imaginé? Nanana. Puis j'en ai conclu que, en fait, j'avais pas imaginé qu'il y avait une bonne raison pour laquelle j'avais vu ça. Et surtout que finalement, avoir vu toutes ces vies passées, c'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là, parce que j'avais encore des doutes sur la réincarnation et les vies antérieures, et qu'en fait, de voir tout ça me permettait que ce ne soit plus une théorie, mais de vraiment croire à la réincarnation, parce que je venais de voir tout ça, quoi. Donc après quelques mois, je me suis formée à la technique de Dolores Cannon. Ça m'a pris 1 mois à peu près parce que je faisais ça le soir à côté de mon travail. Et puis est arrivé le moment où j'ai dû me lancer. Je vais même pas parler des 2 premières séances qui ont été compliquées et avortées et voilà, ça s'est pas spécialement bien passé. Mais la 3e séance a été magique. Pour te donner un peu de contexte, j'étais partie faire mon premier festival de dev perso, un peu après ma certification. Et je suis partie en Grèce 5 jours pour faire le festival de la grande plateforme que tu connais peut-être, qui s'appelle Mindvalley. Donc je suis partie au Wavefest. D'ailleurs, je vais faire un épisode dessus, car il s'est passé tellement de choses dans ce festival. Mais au festival, je rencontre un homme qui immédiatement me dit qu'il veut faire une séance avec moi. Je sais pas trop pourquoi ni comment, mais on trouve finalement un peu de temps le dernier jour pour faire cette séance. Et cet homme est parti dans ce qu'on appelle un état somnambulique. C'est-à-dire que moi, de mon côté, je l'ai mis en hypnose, je lui posais des questions, il me répondait, on avait une conversation. J'avais l'impression qu'il était là, alors que lui, quand il est sorti d'hypnose, il se souvenait strictement de rien. Il avait littéralement fermé les yeux, ouvert les yeux, voilà. Je vais te la faire courte, parce que ça aussi, je pourrais en parler des heures. Mais ce qui a été bouleversant, c'est que lui, il m'a dit pendant sa séance qu'il était un ange incarné et qu'il avait la capacité de reconnaître les autres anges. Et sans que je demande rien, à son moi supérieur me dit aussi que moi aussi j'en suis un. Autant te dire que j'ai passé la soirée à me dire que j'avais mal entendu, que j'avais pas compris, que lui il disait un ange parce qu'il était chrétien, mais qu'en fait il voulait peut-être juste dire que j'étais une personne lumineuse, etc., etc. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, je ne croyais pas aux anges. Voir, c'était quelque chose qui me faisait hérisser la peau parce que voilà, j'ai grandi avec des parents qui sont en colère contre la religion et voilà, les anges c'était trop chrétien pour moi, c'était non quoi. Mais après ça, autant te dire que l'univers a bien insisté en multipliant les synchronicités pour me faire comprendre que oui, ils existaient. Ça a commencé dans la soirée, ça a été toute la semaine d'après. Bref, j'ai dû finalement m'intéresser aux anges et apprendre sur eux.
Mais ça, c'est juste une histoire parmi tant d'autres, parce que si l'hypnose m'a bien apporté une chose, c'est que toutes les croyances que j'avais avant ont explosé en vol. Parce que quand tu reçois 3 personnes qui ne se connaissent pas et qui te racontent leur vie sur la même planète, avec les mêmes détails, de à quoi ils ressemblaient, de ce qu'ils mangeaient, comment ils dormaient, à quoi ressemblaient les maisons, comment ne pas y croire? Donc, je dis que depuis l'hypnose, je suis arrivée dans la zone du pourquoi pas. C'est-à-dire que si tu me dis que tu as été yéti sur une autre planète de glace, très lointaine, je vais te dire: «Pourquoi pas?» Hem, c'est vraiment la zone de, OK, je sais pas encore si ce que tu me dis est vrai, mais je vais pas non plus, dire que c'est pas vrai, parce qu'en fait, j'en sais rien. Donc la zone du pourquoi pas, j'ai trouvé que c'était toujours une zone très bien, hem, parce que ça me donne une zone où, OK, j'accepte ta vérité, j'en fais pas forcément la mienne, mais bref, c'est plutôt chouette. Il faut bien comprendre aussi qu'à partir du moment où j'ai quitté le monde de l'art pour, passer dans le monde de l'hypnose, j'ai perdu beaucoup d'amis, des gens à qui j'ai fait peur, mais j'ai trouvé aussi d'autres amis, je me suis trouvé une autre famille et surtout, je me suis rendu compte que, dire aux autres que je faisais, des hypnoses dans les vies passées, ça a permis à beaucoup de mes amis, en fait, de se dévoiler et de me raconter tous les trucs bizarres qui leur étaient arrivés, qu'elles m'auraient jamais dit avant, parce qu'elles savaient pas si j'y croyais ou pas. Donc en fait, faire un truc bizarre, dire aux autres que tu fais un truc bizarre, c'est comme si du coup tu avais une clé passe-partout qui te permet d'accéder à des choses auxquelles tu n'avais pas accès avant. C'est assez fou le nombre de personnes à qui arrivent des choses incroyables et qui ne le disent pas. Bref, au moment où j'ai commencé l'hypnose aussi, il faut comprendre que tout a été hyper fluide. Et donc à 33 ans, je me suis complètement reconvertie. J'ai arrêté l'art petit à petit pour vraiment ne faire plus que ça. Et, et ça m'a même pas manqué, en fait. C'est comme si une passion était venue en remplacer une autre. Ça n'a pas toujours été facile. Ma mère m'a même dit que je faisais du charlatanisme. Heureusement, elle m'a dit ça un jour où j'étais en forme et où j'étais bien et où j'ai pu lui dire que ça, c'était son problème, cette croyance-là, mais que moi, j'aimais ce que je faisais et que ça me rendait heureuse. Depuis, pour info, elle me dit plus ça. Elle me dit qu'elle croit toujours pas en ce que je fais, mais qu'elle sait que je fais du bien aux gens. Et honnêtement, c'est la meilleure chose que je peux avoir d'elle. Pendant toutes ces séances aussi que j'ai pu faire d'hypnose, je me suis découvert une vocation de passeuse d'âme. Je savais pas ce que c'était, je pensais vraiment pas faire ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que très, très, très souvent, j'ai eu des clients qui venaient avec des âmes perdues attachées à eux, avec des choses bizarres, bref, des âmes à faire passer. Ou alors il y en avait dans la pièce, enfin bref. Je me suis donc formée en ce qu'on appelle hypnose introspective avec Antonio Sangio, qui fait ce qu'on appelle de l'assistance spirituelle pour avoir plus d'outils. Parce qu'à l'époque, je faisais tout au feeling, vu que d'après Dolores Cannon, les entités, ça n'existe pas. D'ailleurs, je pense peut-être écrire un livre dessus, on verra. Mais bref, ça c'est une des choses que j'ai appris à faire assez intuitivement au début, et plus professionnellement, on va dire, par la suite. Une chose aussi qu'il faut savoir quand on se lance aussi comme ça, dans une modalité, peu importe laquelle c'est, après une formation d'une semaine, moi je sais que mes parents ont eu du mal, beaucoup de gens ont eu du mal à comprendre que je puisse passer de artiste à thérapeute comme ça, sans vraiment avoir des certificats officiels, sans avoir de diplôme, etc. Et ça, je tiens à le dire pour toutes les personnes qui m'écoutent, qui sont dans ce cas-là, il faut bien comprendre que en général, même si la formation, elle fait 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, bah, en fait, ça fait très longtemps qu'on fait ça. Moi, je sais qu'en fait, ça faisait déjà 10 ans, que j'écoutais, les confidences de mes amis, que je les aidais à résoudre leurs problèmes, que j'étais la personne à qui on racontait tous ses secrets et qu'en fait, ben, la vraie école, ça a été l'école de la vie pour moi. Donc
Oui, au début, j'avais peut-être une formation très courte comme base, mais j'ai fait des séances extraordinaires avec ça, parce qu'en fait, j'avais 10 ans d'expérience qu'on pourra jamais prouver, qu'on pourra jamais, mettre sur un beau certificat, mais qui en fait, sont là. Voilà. Je sais pas si, quelqu'un a besoin d'entendre ça, mais en tout cas, j'ai dit. Des histoires incroyables, il m'en arrivait plein, les séances ont toujours été très folles, mais dans, moi, mon éveil à moi, je me souviens aussi qu'on est partis, en 2016. Je me suis retrouvée, appelée par la plante ayahuasca et je suis partie pour le coup avec ma sœur d'évolution au Portugal, voir un chaman qui pouvait faire ça et bon, je vais être franche, hein, j'ai pas du tout aimé vomir tout le temps et après cette expérience, je me suis surtout dit que l'hypnose, c'était bien mieux parce que moi, avec l'hypnose, je pouvais avoir des réponses, oui, non, des réponses très claires. Alors que j'ai trouvé qu'avec l'ayahuasca, les réponses que j'avais, c'était plus des espèces de métaphores, des images, c'était jamais très clair, c'était jamais droit, c'est toujours libre interprétation. Quoi qu'il en soit, pendant ce voyage que j'ai pu faire avec la plante, il y a une grande chose qui s'est passée, c'est que la plante m'a dit que si un jour je décidais d'avoir un enfant, ce qui était très sympa de sa part parce qu'à l'époque je voulais pas d'enfant, ce serait une fille et qu'elle s'appellerait Éléanore. Elle est bien arrivée, cette fille, 5 ans après, avec le chéri qui m'a été prédit par mon premier médium que j'ai vu quand j'avais 24 ans. Comme quoi, hein, tout arrive. Mais il y a eu, voilà, il y a eu 5 ans de décalage entre le moment où j'ai reçu le message que j'allais avoir une fille et le moment où elle est arrivée. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où j'ai eu cette info, toutes les médiums que j'ai vues, toutes les personnes que je recevais comme clients qui étaient médiums me disaient que j'allais avoir une fille. Donc je savais, je savais d'avance. Parmi toutes les choses que j'ai explorées, je suis aussi partie faire une retraite de sortie hors du corps avec Todd Akamesis, pour ceux qui connaissent. C'est le créateur de la Pandora Star. Et le lieu qu'il avait choisi, c'était un château hanté en Normandie. Alors on ne savait pas à la base que c'était un château hanté, mais dans mon dortoir, il y avait un fantôme. Et ce fantôme faisait claquer la porte. Alors quand je dis claquer la porte, c'était pas physiquement, mais on entendait vraiment un bruit, comme si une porte était claquée. Et à chaque fois qu'on sortait de nos chambres pour voir d'où venait le bruit s'arrêtait. Et j'étais pas la seule à l'entendre. On était 8 dans le dortoir et on l'a tous entendu. Bref, ça a été ma première rencontre avec un fantôme et que j'ai même pu voir lors d'une de mes sorties du corps un peu partielles. Mais surtout, à cette retraite-là, j'ai rencontré ma future prof de Theta Healing. À ce moment-là, je ne savais pas du tout ce que c'était que le Theta Healing, mais 2 personnes m'en avaient parlé juste avant que je parte faire cette retraite. Et donc elle était du coup la 3e personne qui m'en parlait, et en général quand 3 personnes me disent un truc, pour moi c'est un signe. Je fonctionne comme ça, j'ai toujours demandé 3 signes, parce que je trouve qu'un signe, tu peux te dire ouais, c'est un signe, peut-être, je sais pas. 2 signes, tu fais ok, c'est un peu mieux. 3 signes, tu fais bon d'accord, j'accepte. Donc voilà, j'ai toujours demandé 3 signes. Bref, cette femme me propose de me faire une séance de Theta Healing pour que je découvre un peu ce que c'est. Mais au final, on n'a absolument pas trouvé le temps pendant tout cet atelier, il se passait plein de choses. Mais l'avant-dernier jour, on part à la plage se balader et je glisse dans l'eau, je tombe et je me fais super mal à la hanche. Et ce qui est très drôle, c'est que dans la nuit, je rêve du coup que cette femme qui était là avec moi, elle est dans mon rêve et je rêve qu'elle vient me faire un soin Theta Healing. Donc elle se met devant moi, elle me dit qu'elle va me faire un soin. Et à ce moment-là, je sens des gros bras qui me prennent par derrière et qui me secouent. Mais enfin, plutôt me berce, me berce. Et c'est un espèce de méga mec avec 4 bras et des tatouages maoris. Et en fait, quand je lui dis, mais t'es qui toi? Il me dit, oh, mais t'inquiète pas, je suis un guide de cette femme qui était là. Et il me dit, je vais te faire le soin. Je fais, ok. Quoi qu'il en soit, je me réveille le lendemain matin et la douleur a complètement disparu. J'ai plus mal, je marche très bien, je ne marche plus en boitant. Tout est parti. Et donc je vais voir cette dame et je lui dis
je lui raconte mon rêve et elle me dit: «Ah mais oui, c'est mon guide, nin et elle me dit, le nom de ce guide qui est le nom que lui m'a donné dans le rêve. Donc autant vous dire qu'après ça, même si j'ai pas reçu un soin Theta Healing en vrai, j'ai été scotchée et je me suis dit qu'il fallait vraiment, vraiment que j'apprenne le Theta Healing. Comme pour toutes les autres méthodes, j'ai d'abord regardé les enseignantes qu'il y avait en France et à ce moment-là, il n'y avait pas grand monde et personne qui me parlait. Donc je suis partie à Londres me former, avec, Anna Kitney pour si quelqu'un connaisse. C'était une des plus grosses écoles de Theta Healing à l'époque et comme je pars, de Paris pour aller à Londres, et que à l'époque j'avais encore, mon boulot, je décide de partir, non j'avais plus mon boulot, mais je pratiquais l'hypnose, ouais. Je décide de partir 3 semaines, non 2 semaines, 2 semaines et en 2 semaines, je fais 4 modules de Theta Healing. Donc pour savoir, en Theta Healing, il existe à peu près 20 modules différents qui font entre, 1 jour et 3 semaines. Donc les premiers modules font 3 jours, je fais, du coup le module de base, le module avancé et le module approfondissement et j'en fais un 4e, qui est, axé sur la manifestation et l'abondance. Et à la fin de ces 2 semaines, le dernier jour, j'ai, et la prof et une étudiante qui, en fait, me disent le même jour qu'elles me voient devenir, enseignante de Theta Healing en France. Je ne vais pas te cacher que la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai flippé ma race et je me suis dit que c'était pas possible. Et après je me suis dit: «Bon, si Nina, si tu as aussi peur, c'est que c'est probablement vrai parce que je sais très bien que les infos que je suis pas prête à recevoir, en fait, je les oublie ou je les entends pas ou ça me passe au-dessus et que là, en fait, si je l'ai très, très bien entendu, si ça me fait très peur, c'est qu'en fait, c'est juste que ça vient toucher quelque chose chez moi». Donc je me suis fait des séances detailing sur les peurs, j'ai travaillé dessus et 4 mois après avoir commencé le detailing, je suis partie me former pour devenir prof. Et encore une fois, tout était fluide, j'avais des étudiants avant même de partir. Bref, quand on est sur le bon chemin, vraiment, je trouve que les choses s'alignent parfaitement. Je pars me former, je pars au Mexique, parce qu'à l'époque, le detailing, c'était que des formations en personne, on pouvait pas se former en ligne. Ça a changé avec, le confinement. Mais j'arrive au Mexique et j'ai une énorme cystite. Je viens de me faire une énorme cystite depuis une semaine qui veut pas partir et donc le 2e jour, je demande à Vaiana Staibal, qui est la fondatrice du Theta Healing, de si elle pouvait me faire un soin et elle me prend les mains, elle ferme les yeux, elle me fait un soin et elle me dit: «T'inquiète pas, dans 35 minutes, ce sera passé». Et effectivement, 35 minutes après, j'avais plus de douleur, plus rien. Guérison instantanée, sans rien faire. Donc j'étais, impressionnée, c'est le cas de le dire, soulagée aussi. Hem, mais ça a été, ouais, ça a été quelque chose pour moi, tout ce voyage au Mexique, tout ce stage a été, très, très intense, parce que dans ce stage, j'ai aussi rencontré un un homme qui a été en fait, mon fils dans une vie passée et pendant un soin, en fait, j'ai compris que ça a été mon fils dans une vie passée, que je pensais avoir, abandonné sur une autre planète et en fait, quand j'ai eu l'info, je lui ai demandé si on pouvait faire une méditation, les yeux dans les yeux. Je lui ai pas dit pourquoi, je lui ai pas dit, ce qui se passait ni quoi que ce soit et en fait, on se regarde les yeux dans les yeux et à un moment donné, je lui dis: «Est-ce que tu veux bien me pardonner?» Sans dire quoi, ni vraiment juste ça et il me regarde et me fait, «Tu été ma mère dans une vie passée?» Et là, je me dis: «Oh waouh, incroyable quoi». Bref, ça a été intense. Ça m'a aussi libérée d'une grosse, grosse culpabilité que j'avais depuis, c'était une vie passée que j'avais vue en séance d'hypnose et je me sentais, très coupable d'avoir laissé abandonner ma famille pour venir sur terre et en fait, quand je l'ai retrouvé sur terre, ça m'a libérée en me disant: «Mais en fait, je m'étais fait tout un film, j'avais porté cette culpabilité depuis tout ce temps-là, alors qu'en fait, bah, lui, il est sur terre maintenant, il va bien, il m'en veut clairement pas et peut-être que les autres aussi». Donc bref. Le detailing m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses, m'a aidé à travailler sur beaucoup de choses. Autant l'hypnose, mes séances d'hypnose, pour moi, ont été des découvertes de moi, de mes vies passées, ça a été des voyages chamaniques. J'appelle ça des voyages chamaniques, quelque part. Le detailing, quand j'ai commencé le detailing, c'est là où je suis vraiment allée voir,
tous les problèmes que je pouvais avoir par rapport à papa, par rapport à maman, tous les trucs que j'avais bien mis sous le tapis et que j'avais pas spécialement envie d'aller voir. Donc pour moi, le travail sur moi en commençant par les vies passées, c'est ce qui a été le plus simple. Et quand j'ai été prête, est arrivé le detailing dans ma vie. Et là, je suis vraiment allée voir. Voilà, j'ai bien mis les mains dans la gadoue, je suis bien allée remuer et tout pour travailler dessus. Le detailing m'a aussi beaucoup permis de travailler sur accepter d'être soutenue par un homme, parce que ma mère est féministe et que j'ai beaucoup grandi en étant une femme forte, indépendante, qui fait tout pour elle-même, mais qui du coup ne sait pas demander de l'aide, ne sait pas ce que ça fait que d'être soutenue. Bref, quand j'ai transformé tout ça, j'ai aussi rencontré mon âme sœur et je l'ai rencontré pendant une formation detailing. Donc mon chéri est aussi detailer, mais il est la liste parce que quand on fait le cours de base en detailing, on apprend à manifester son âme sœur et on écrit une liste de tout ce qu'on aimerait qu'il ait, tous les attributs. Et mon chéri est ma liste. Et moi, je suis sa liste. Donc c'est très drôle. La seule chose, c'est qu'on n'a pas précisé le pays, ni lui ni moi, et que mon chéri, il est anglais, et que donc du coup, maintenant, je vis en Angleterre. Mais c'est très très bien comme ça. J'ai testé beaucoup d'autres choses. Je vais pas rentrer dans les détails de tout, parce que sinon, cet épisode va faire 3 heures. Mais je me suis formée en Californie avec Christy Marie Sheldon. L'intuition, c'est une femme qui est médium de naissance. Pendant mon voyage là-bas, j'ai aidé beaucoup d'anges à récupérer leurs ailes parce qu'elle a une énergie très angélique, elle attire beaucoup d'anges déchus. Bref, ça a été quelque chose. J'ai aussi un jour que j'étais en salon bien-être, j'ai été complètement appelée par un tambour chamanique mongol. Donc j'ai acheté un tambour chamanique mongol sans trop savoir ce que j'allais en faire. Puis j'ai rencontré Natacha qui m'a formée au chamanisme. J'ai testé des petites choses à droite à gauche. J'ai testé l'Access Bar, ça n'a pas été trop mon truc. Bref, je pense que j'ai testé beaucoup de choses au final. Mais quand je dis tester, il y en a plein aussi où j'ai testé que en séance. Et j'ai pas appris parce que finalement, je n'ai appris que les modalités où j'avais un vrai coup de cœur pour. Et puis, dernièrement, une de mes plus grandes initiations spirituelles, finalement, ça a été mon accouchement. Parce que je pense que devenir mère en soi, déjà, c'est une énorme initiation. Mais j'ai décidé aussi d'accoucher à la maison, de manière pas classique. Enfin, classique pour il y a 100 ans en arrière, mais pas classique pour maintenant. J'ai accouché d'un bébé par le siège. Enfin bref, c'est le prochain épisode, donc vous allez tout savoir sur mon accouchement au prochain épisode. Mais ça a été un moment qui a été une grande guérison pour moi parce que c'est venu guérir ma propre naissance, puisque j'étais un bébé siège aussi, né par césarienne, et ça a été quelque chose pour moi de pouvoir faire ça différemment. Voilà un peu pour le tour de tout ce qui s'est passé. En ce moment, je me passionne pour le design humain, l'astrologie et d'autres outils qui me permettent de mieux me connaître. Mais voilà, je voulais te faire un petit résumé de tout ce que j'ai pu vivre pour te donner un aperçu et surtout, certaines de ces histoires dont là j'ai survolé, je vais les raconter plus en détail dans d'autres épisodes. Mais je voulais que tu saches que la raison pour laquelle je crois à tout ce que je crois, c'est parce qu'il m'est arrivé tellement de choses étranges, tellement de choses que je peux pas forcément expliquer, mais qui sont là. Et entre ce que j'ai pu entendre, des séances que j'ai pu faire, des gens que j'ai pu rencontrer, de ce qui m'est arrivé, j'en ai conclu que j'étais vraiment... le monde est vaste, nos croyances sont vastes, et que l'extraordinaire et la magie existent. Et en fait, je suis très très contente d'être dans ce milieu-là. Très contente que ma spiritualité soit développée de cette manière-là, et pas autrement. Bref. J'en déduis, maintenant avec les années, que je suis vraiment une grande exploratrice, et que ce podcast va me permettre de partager certaines choses que moi j'ai pu vivre, que tout le monde n'a pas pu vivre, parce que tout le monde n'est pas forcément praticien en hypnose et voit tout ça. Et
et aussi parce que voilà, faut pas, comment dire? En fait, je pourrais très bien dire que ma vie a été, l'équivalent d'une série télé, quoi. On pourrait en faire une série télé, tellement il s'est passé de choses. J'ai fait plus de 1000 séances à l'heure actuelle, donc j'ai beaucoup voyagé à travers le temps et l'espace depuis mon fauteuil. Hem, Sachez que des vies rocambolesques comme ça, c'est très, très souvent chez les guérisseurs. On s'ennuie jamais, vraiment, on s'ennuie jamais. Donc forcément, avec tout ça, bah, je suis passée par tous les stades. Je suis passée par l'excitation de découvrir des nouveaux outils, des nouvelles capacités, des nouvelles possibilités. Il y a forcément eu des moments où j'ai eu l'impression d'avoir le syndrome de l'imposteur: «Mais qui est-ce que je suis pour faire ça? Je suis pas à la hauteur, j'ai pas assez d'expérience», enfin bref. Je suis forcément passée aussi par des moments de désillusion qui font partie du chemin, que ce soit spirituel ou pas d'ailleurs. Je pense que la désillusion est un grand enseignant. Je suis passée par des moments où j'ai, enfin accepté d'être moi, où j'ai osé être moi, où j'ai osé assumer mes croyances, les dire aux autres. Et finalement, ça m'a appris à me foutre du regard des autres aussi, euh, à être OK avec tout ce à quoi je crois. Euh, Mon chéri ne croit pas à tout ce que je crois et c'est aussi OK. Il croit à beaucoup de choses pareilles, mais pas à tout. Euh, mais ouais, c'est... Bref, il y a une partie de moi qui est très contente et très fière en fait d'appartenir à aucune case définie, à aucune religion. Même si j'ai ma propre croyance, je pars du principe que chacun a la sienne. Et je veux surtout que ce podcast n'ait absolument pas vocation de convaincre qui que ce soit, de quoi que ce soit. Je veux juste partager avec ceux et celles qui sont dans l'arène avec moi ce que j'ai vécu, ce que j'ai pu en retirer. Parce que s'il y a un truc que j'ai bien compris, c'est que à force de pas dire les choses comme ça qui peuvent nous arriver, les choses extraordinaires, bah chacun les vit seul dans son coin et chacun a l'impression d'être le seul à les vivre. Alors qu'en fait, quand tu commences à discuter de ça, tu te rends compte que bah non, t'es pas la seule personne bizarre, t'es pas la seule personne perchée, t'es pas la seule personne à qui arrive des trucs de fou. Et qu'en fait, c'est tellement agréable de pouvoir juste partager, connecter avec d'autres personnes qui vivent la même chose. Donc j'imagine bien évidemment que mon podcast ne sera pas écouté que par des personnes à qui arrivent des trucs bizarres, mais c'est ok. Ce sera peut-être le moment d'ouvrir des portes vers d'autres mondes. Voilà. Donc si toi, là, tu m'écoutes et que tu as envie de faire rentrer plus de magie dans ta vie, que tu as envie d'être plus connecté à ton intuition, que tu as envie de développer tes dons psychiques, viens prendre le detailing avec moi. Je donne la formation ADN de base, qui est celle par laquelle on commence quand on débute, environ tous les 3 mois. Je donne ça en ligne, c'est 3 jours. C'est autant un atelier qu'un enseignement, parce que tout ce qu'on apprend, on pratique directement derrière. Donc c'est un atelier de développement spirituel, c'est une philosophie de vie qu'on apprend. On apprend des outils pour travailler sur les autres, travailler sur soi. Bref, tu as compris, le detailing, c'est ma passion, j'adore ça, j'adore l'enseigner. Et ça m'a aidé voilà, dans tellement de choses que j'ai envie que ça aide d'autres personnes dans tous les domaines de votre vie. Donc je vais mettre dans la description de ce podcast un atelier gratuit que j'ai fait sur les problèmes de visibilité. Donc si tu as des blocages par rapport au fait d'être visible, ben, tu vas pouvoir faire cet atelier gratuit. Dans cet atelier gratuit, je fais un soin de groupe qui est un soin en Theta Healing. Donc tu vas pouvoir tester l'énergie du Theta Healing et voir si ça te parle, voir si ça change des choses pour toi. Donc n'hésite pas à le faire. Il est gratuit. Voilà, il est là pour toutes les personnes qui ont envie de travailler dessus. Sur ce, j'espère que cet épisode t'aura plu. C'est vraiment un épisode qui est long, je vois que je suis presque à 1 heure, mais je voulais poser quelques fondations et j'avoue que là je t'ai même pas encore parlé de tout ce qui s'est passé, de tout ce que j'ai pu expérimenter. Il y a des choses que je garde pour d'autres épisodes. Quoi qu'il en soit, je voulais planter le décor, planter l'ambiance de ce podcast. Et n'hésite pas à me dire si dans les choses que je t'ai dit, il y a des choses qui t'ont parlé, si tu as vécu des choses similaires. Ce sera avec plaisir que je te lirai. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi En toute vulnérabilité. J'espère que cet épisode t'a inspiré ou au moins fait passer un bon moment. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le montrer en laissant un commentaire ou quelques étoiles à paillettes. Cela aidera d'autres personnes à le trouver.
Tes retours sont super importants pour moi car ils m'aident à grandir et à faire évoluer ce podcast pour qu'il soit encore plus parlant. Tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans cet épisode en description. Et si tu veux continuer cette discussion ou simplement partager tes réflexions, rejoins-moi sur Instagram en cherchant Nina Cagnac ou Pegasus Gates. Le lien est dans les notes de l'épisode. J'ai hâte de te rencontrer et d'échanger avec toi. Encore merci pour ton temps et ta précieuse écoute. Prends soin de toi et à très bientôt pour de nouvelles aventures dans En toute vulnérabilité.